de maître de cérémonie pour l'événement de ce soir. Donc, permettez-moi de présenter certaines personnes en tout début d'événement. Monsieur le consul honoraire d'Ukraine à Montréal, Monsieur le directeur régional Affaires multiculturelles Québec et Est de l'Ontario, Banque Scotia, Monsieur le président de l'IEIM, Madame la directrice adjointe du développement philanthropique de la Fondation de l'UQAM, Mesdames et Messieurs les fellows de l'IEIM, chers membres de l'Institut, chères boursières, chers boursiers du programme Banque Scotia IEIM. Donc, tout d'abord, très brièvement, je vais vous expliquer le déroulement de l'événement qui aura lieu en deux parties. Nous allons donc débuter par une conversation qui s'impose sur la guerre en Ukraine, qui aura lieu entre Bernard de Rome, le président de l'Institut d'études internationales de Montréal, et notre invité de ce soir, M. Eugène Tcholich, consul honoraire d'Ukraine à Montréal. La discussion sera suivie du commentaire du professeur du département de sciences politiques de l'UQAM, M. Justin Massy. Après la conversation, l'événement se poursuivra avec la remise annuelle des bourses stages Banque Scotia IEIM en études internationales. Et toutes et tous, vous êtes invités à rester pour un verre de l'amitié. Je précise que cet événement est organisé en mode hybride. Nous sommes en 2023. Donc, nous avons des gens qui sont avec nous sous formule de webinaire. Je les salue. Également, je vous informe que l'événement de ce soir est enregistré. Donc, sans plus attendre, j'invite le directeur de l'IEIM, M. Patrick Charland, à venir sur la scène pour le mot d'ouverture. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Patrick Charland. Je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Je suis également professeur titulaire au département de didactique à la Faculté des sciences d'éducation, co-titulaire de la chaire UNESCO de développement curriculaire, qui est membre de l'IEIM depuis déjà quelques années. L'événement d'aujourd'hui est toujours un rendez-vous qui est très attendu dans la programmation annuelle de l'IEIM, permet d'une part de souligner l'excellence de la relève en études internationales à l'UQAM grâce à l'important appui financier de la Banque Scotia. Je salue d'ailleurs M. Wissam Salman qui est présent aujourd'hui et que nous aurons l'occasion de retrouver en deuxième partie d'événement. Aussi, nous avons le plaisir de présenter un entretien dans le cadre des activités du Centre de réflexion des enjeux diplomatiques et internationaux, l'IEIM, un think tank francophone qui reçoit l'appui financier du ministère des Relations internationales et de la francophonie. La conférence d'aujourd'hui portera donc sur la situation en Ukraine, alors que plus d'un an s'est écoulé depuis l'invasion de ce pays par la Russie. Je profite de cette occasion pour saluer et remercier tous les membres fellows de l'IEIM qui se sont évidemment mobilisés dans la dernière année pour fournir des analyses sur l'évolution de la situation et de cette guerre. Un merci spécial au président de l'IEIM, M. Bernard de Rome, qui a accepté de mener cet entretien. J'ai d'abord le plaisir de vous présenter notre invité, M. Eugène Tcholich. Eugène Tcholich est consul honoraire d'Ukraine à Montréal depuis 2020. Il a été admis au barreau du Québec en 1982 et est un associé de l'Avery, une des plus grandes études légales au Québec. Sa pratique comprend le litige corporatif ainsi que le droit de l'insolvabilité et de la restructuration. Depuis 1993, il est membre du conseil d'administration du Congrès mondial ukrainien, dont il a été le président pendant 10 ans, de 2008 à 2018. En 2019, il a été chef de la mission internationale d'observation au Congrès mondial ukrainien pour les élections présidentielles et parlementaires en Ukraine. Depuis 1994, il est membre du conseil d'administration du Congrès des Ukrainiens canadiens. Il a été aussi le président pendant 6 ans, de 1998 à 2004. Depuis 2019, il est président de Ukraine 2050, une organisation sans but lucratif établie pour aider à mettre en œuvre dans une génération d'ici 2050 des stratégies pour le développement durable en Ukraine en tant qu'État européen pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé et économiquement compétitif. Parmi les nombreuses distinctions honorifiques qu'il a reçues, mentionnons des doctorats honoris causa de 2 universités ukrainiennes ainsi que la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. J'invite maintenant Bernard de Rome et M. Eugène Tcholich à monter sur scène pour débuter cette conversation. Merci beaucoup.
Bonjour, Monsieur le consul honoraire. Bonjour, M. Derham. Non? Un instant. Mauvaise, mauvaise habitude. Alors oui, on prend les micros nous-mêmes. Alors je pense qu'il faut... D'accord. Merci. C'est bon. C'est bon. Alors écoutez, allons-y. Alors dites-moi une chose. D'abord, merci d'accepter de venir nous parler de votre pays. Enfin, vous êtes né au Canada, Exact. mais vous avez quand même du sang ukrainien dans les veines, c'est évident. Et je pose la question à quelqu'un qui est de sang ukrainien, de même façon qu'on pourrait le faire auprès de vos compatriotes qui vivent les affres de cette guerre en ce moment, de même que à ceux qui sont réfugiés ici aussi. Dites-moi, avec cette guerre qui s'étire, qui traîne à longueur depuis plus d'un an maintenant, est-ce que le désespoir pourrait prendre le dessus sur l'espoir ou il y a un peu des deux là-dedans? M. Derham, dans un premier temps, merci beaucoup pour m'avoir invité et merci beaucoup pour votre intérêt sur la situation en Ukraine. Merci également à tous ceux qui sont ici pour écouter cet échange. Aujourd'hui, on est le 427e jour de cette guerre génocidaire qui a débuté le 24 février 2022 et qui, selon le Kremlin et certains pseudo-experts de l'Ouest, devait durer 3 jours. Et je pense que nonobstant tout ce qu'on a vu, les atrocités de Boutcha, de Irpin et dans d'autres villes, les viols, les exécutions, les massacres que nous avons pu constater dans les réseaux médias. Mais l'Ukraine, j'ai été à une conférence où des gens de l'Ukraine sont arrivés et m'ont demandé quelles étaient les 3 lettres les plus populaires en Ukraine. Et les 3 lettres sont ZSA, qui représente, qui veut dire Zbrojny Sily Ukraine, c'est la défense, l'armée ukrainienne, les forces de l'armée ukrainienne. La population ukrainienne appuie de façon massive les efforts herculiens de cette armée qui, depuis le 24 février 2022, nonobstant l'aide de l'Occident qui était, comme le décrit un général à la retraite au premier anniversaire de cette guerre sur le CNN, il disait « Nous avons aidé les Américains, entre autres, nous avons aidé l'Ukraine, mais notre aide en 2022 peut être qualifiée à peu près comme suit. Aux appels urgents de l'Ukraine, pour donner des armes nécessaires pour que l'Ukraine puisse se défendre, notre position a été essentiellement celle de dire non, 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 oui. Et nonobstant ce type de réaction et ce type d'aide tout au long de l'année 2022, l'Ukraine a réussi à la fin de l'année de reprendre 40% des territoires occupés par l'Ukraine. Et donc, M. Derham, je pense que pour répondre à votre question, c'est une réponse assez longue, mais essentiellement, c'est une réponse où on voit, lorsqu'on parle avec des gens âgés, lorsqu'on parle aux Ukrainiens qui sont venus ici, on a l'espoir
de gagner cette guerre génocidaire avec l'appui de la communauté internationale. De façon réaliste. En 2023. Vous y croyez? Absolument. Vous y croyez? Absolument. Bon, Écoutez, moi, il y a un journaliste, un fameux journaliste à Radio-Canada qui disait souvent si la tendance se maintient, vous le connaissez, n'est-ce pas? Si la tendance se maintient, si avec une aide qu'on peut qualifier de boiteuse, l'Ukraine a réussi de reprendre 40% des territoires occupés, je ne vois absolument pas pourquoi, avec une aide plus forte, plus ciblée, que l'Ukraine ne pourrait pas, en 2023, gagner cette guerre génocidaire. Est-ce que cette aide, qui est évidemment, les Américains n'y sont pas beaucoup, c'est évident, ils ont réussi à créer l'unité au sein de l'Europe, des pays de l'Europe également. Les États-Unis qui ont repris, je dirais, leur rôle après l'intermède Trump, le rôle de leader de l'Occident en période de crise, le rôle qu'il détenait depuis la dernière guerre. Est-ce que c'est une aide qui pourrait se tarir, d'après vous, si ça devait se prolonger indûment? Écoutez, je pense que tout le monde voit un avantage à ce que cette guerre soit finie le plus rapidement possible. On voit la destruction, on voit le nombre de réfugiés un peu partout dans le monde. Il y a présentement à peu près 8 millions de réfugiés à travers le monde. Il y a 5 millions de personnes qui sont déplacées en Ukraine. Donc, il est évident qu'il faut mettre fin à cette guerre. Il faut donner à l'Ukraine l'aide nécessaire pour qu'elle puisse y mettre fin. Et je pense que l'armée ukrainienne a clairement démontré qu'elle est capable de gagner cette guerre. Alors, cette aide américaine, enfin, et des pays de l'Occident, est conditionnelle, direz-vous, à une victoire de l'Ukraine? Je pense qu'il est évident que si on parle de période, qu'avec l'aide ciblée, l'aide des Américains et de l'Europe, l'Ukraine peut gagner cette guerre plus rapidement. L'Ukraine finira par gagner cette guerre d'une façon ou une autre. Je pense qu'avec l'appui de la communauté internationale, ça peut être fait beaucoup plus rapidement. Je vous poserai une question. Est-ce que me dire non, vous ne sous-estimez quand même pas l'armée russe, là? Les possibilités de cette armée-là. Il y en a qui a eu des difficultés au début, mais qui s'est quand même ajusté finalement et qui a repris un certain contrôle, qui a réussi à unifier un peu ses plans d'attaque. Il ne faut pas la sous-estimer, cette armée-là, quand même. Je pense qu'elle a été non pas sous-estimée. Je pense que l'Occident, au début, pensait que c'était un pouvoir, une puissance qui était redoutable. On voit que les soldats de l'armée rouge eux-mêmes, pour une très grande majorité des soldats qui sont là, sont des soldats qui ne croient plus en cette guerre. Il y a beaucoup qui ont fui. Lorsque Poutine a annoncé la mobilisation, c'était un exodus massif de la Russie. Je pense que je ne sous-estime aucunement l'armée russe, mais je pense que si justement les Américains, les Européens, au tout début de cette guerre, avaient donné le type d'aide qu'ils ont donné à la fin de l'année, je pense qu'on serait peut-être pas rendu jusqu'à cette destruction massive à la fin de l'année 2022. Justement, on pensait et au début, on ne voulait pas fournir les armes nécessaires à l'Ukraine parce qu'on ne croyait pas que l'Ukraine allait gagner. Et c'était une des très grandes erreurs de l'Occident. Je vous enfin, je ne sais pas, peut-être que êtes-vous au courant de ça. Ça s'est passé 3 mois avant le 24 février 2022. Vous avez le directeur de la CIA, M. Burns, avec l'ambassadeur américain à Moscou, M. Sullivan, qui rencontre un proche de Poutine, on dit épervier, qui s'appelle Patrouchkov, que vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de ce bonhomme-là. Et les Américains lui disent, nous savons que l'Ukraine, on est 3 mois là, avant
Nous savons très bien que la Russie va envahir l'Ukraine, va intervenir en Ukraine. Et je tiens à vous faire remarquer, M. Patrouchov, que l'Occident y répondra sévèrement. Et du tac au tac, Patrouchov est arrivé et a dit l'armée russe pourrait réaliser ce qu'elle veut. Je pense que le message est clair et les intentions sont claires. Malheureusement, je pense que c'est peut-être une des très grandes tragédies de cette guerre, c'est qu'elle aurait pu être évitée. Je pense que justement, lorsque la Russie mobilisait son armée aux frontières ukrainiennes, à un moment donné, il y avait plus de 100 000 soldats à la frontière russe et ukrainienne. Les Américains disaient justement ce que vous venez de dire, que la réaction sera grande si la Russie envahit l'Ukraine. Si à cette époque, justement, les Américains avaient pris non pas cette attitude de réagir aux gestes que posait Poutine, mais avaient pris les devants et avaient indiqué à Poutine en novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, lorsque les Ukrainiens faisaient appel à ce qu'on livre immédiatement les armes pour démontrer que l'Ukraine pourra se défendre, qu'on imposait immédiatement les sanctions sévères contre la Russie jusqu'à ce qu'elle retire l'armée de la frontière. Je pense que tous ceux qui voulaient trouver une réponse une réponse élégante pour que Poutine puisse se retirer, c'était le moment de le faire. Poutine, à cette époque-là, pouvait retirer son armée et dire que c'était un exercice qui est terminé. Et je pense que c'est malheureusement quelque chose qui n'a pas été fait et c'est quelque chose qui aurait pu éviter toute cette destruction. Mais quand un bonhomme comme Patrouchov dit l'Occident, l'armée russe pourrait réaliser ce qu'elle veut, vous, dans vos écrits, entre autres choses, vous avez parlé d'une guerre génocidaire. Exact. Alors, est-ce que c'est vraiment le sens à donner à cette guerre qui s'éternise? Absolument. Lorsqu'on regarde, M. Derham, la définition de la Convention sur le génocide, on voit qu'on rentre carrément dans cette définition, notamment pour la déportation forcée de plus de 20 000 jeunes enfants qui sont par la force amenés des territoires ukrainiens à la Russie. C'est un des 5 actes d'un génocide et la Cour internationale pénale qui a émis un mandat d'arrestation contre M. Poutine, entre autres, pour cet acte génocidaire. Clairement, Poutine reconnaît que ces enfants sont amenés en Russie et endosse cette conduite. Les exécutions massives qui ont eu lieu et les conditions qui sont imposées en Ukraine contre le peuple ukrainien, notamment lorsqu'on... Vous savez qu'il y a 5 000, on a à peu près eu 5 000 frappes par des missiles en 2022. 97% de ces missiles ciblaient des infrastructures civiles et non pas militaires. Donc, on créait des conditions pour la destruction du peuple ukrainien. Ce sont tous des actes génocidaires selon la Convention sur le génocide. Et après les événements de Boutcha, Irpin et autres, lorsqu'on regarde et on veut savoir est-ce qu'il y a eu une intention du Kremlin pour que les soldats russes commettent ce type d'acte, Poutine a honoré le régiment qui a commis ces actes à Boutcha en disant dans son décret présidentiel que c'est une conduite exemplaire à suivre par les autres soldats russes en Ukraine. Alors, c'est clairement un acte génocidaire et le Parlement du Canada a effectivement, le 27 avril, reconnu par une résolution unanime qu'il s'agissait des actes de génocide. Et je suis fier également que l'Assemblée
nationale du Québec, la veille du premier anniversaire de cette guerre, a également, par une résolution unanime, déclaré que ce sont des actes à caractère génocidaire. On parle de vote. Revenons donc au premier vote qui s'est déroulé à l'Assemblée générale des Nations unies quelques temps après le 24 février 2022. Il y a eu quoi? 141 pays qui ont condamné l'invasion, 5 qui étaient contre. Il y a eu 47 abstentions. Mais la plupart des pays non européens qui ont condamné l'invasion n'ont pas appliqué de sanctions par la suite. Alors, sur le coup, ça paraît bien de voter, de condamner l'invasion, mais ensuite, l'engagement, où est-il? Est-ce que c'est répondre adéquatement à ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, que la réaction de la communauté internationale en 2022 était, dépendant des pays, chancelante. Il y a des pays qui ont réagi de façon adéquate, d'autres non. Et c'est pour ça que je vous disais que si, nonobstant cette réaction qui n'était pas unanime et qui n'était pas celle qu'elle devait être suite à la commission d'un génocide, vous savez que la communauté internationale, en 1948, lorsque on a adopté la Convention sur le génocide, on l'a adoptée sous le thème « Never again » ou « Plus jamais qu'on permettra à ce que des atrocités comme celles du Holocauste et de la Deuxième Guerre mondiale ne se répètent ». Nonobstant les événements qu'on a pu voir en Ukraine, il y a effectivement des pays qui n'ont pas réagi, qui pourtant ont endossé et ratifié cette convention. Alors, que dire parce que dans la communauté internationale, il y a aussi les 47 pays qui sont abstenus là, lors de ce vote. Et ces 47 pays-là, ça représente 50% de la population mondiale. Et c'est là que Macron, le président de la France, avait dit à un moment donné, l'Occident, on a oublié le Sud, finalement. Et qui a dit, il faudrait bien que ces gens-là finissent. Vous avez un beau non-alignement, mais il faudrait peut-être qu'on prenne parti dans cette histoire-là. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous comprenez que ces pays-là puissent ne pas penser que ce conflit en Ukraine est le centre du monde, le centre de leurs préoccupations, qu'ils ont d'autres préoccupations, que ce soit leurs dettes, que ce soit les changements climatiques, que ce soit, je ne sais pas moi, la migration, les réfugiés, etc. Est-ce que vous comprenez ça? C'est sûr. Je pense que chaque pays a des enjeux. Pas seulement ceux qui sont abstenus. La dette. Mais effectivement, il y a des enjeux importants, mais je pense que lorsqu'on regarde que ce qui se produit aujourd'hui et lorsqu'on sait que Poutine ira clairement plus loin, si l'Ukraine ne réussit pas à l'arrêter, maintenant, la Russie va aller plus loin. D'ailleurs, Poutine a déclaré, M. Derham, le 22 février, 2 jours avant le début de cette guerre totale contre l'Ukraine, parce qu'on sait que la guerre contre l'Ukraine a débuté non pas le 24 février 2022, mais 9 ans plus tôt, le 20 février 2014. Mais à 2 jours de la guerre totale, Poutine déclarait qu'il doit mettre sur place ce qu'il appelait une opération militaire spéciale pour contrer ce qu'il prévoyait, à savoir que les États-Unis et l'OTAN frapperaient le système de missiles de la Russie et utiliseraient l'Ukraine comme pays au point d'appui pour attaquer la Russie. C'est ce qu'il a clairement déclaré comme étant le motif pour commencer ce qu'ils appelaient cette opération militaire spéciale en Ukraine. 1 an plus tard, il a dit que la Russie utilise ses forces militaires contre une guerre qui a été déclenchée par l'OTAN et les États-Unis. Alors, clairement, quand on regarde de la façon qu'il se comporte, la façon qu'il a, au début de l'année 2022, lorsqu'il a mis sur la proposition de paix à l'OTAN et aux États-Unis, qui, à toute fin pratique, voulait dire on défait l'OTAN.
c'est clair que Poutine va aller plus loin que l'Ukraine. Et donc, il est dans l'intérêt de la communauté internationale à un prix qui est beaucoup moindre parce que c'est vrai qu'il y a des montants d'argent substantiels qui sont investis, mais l'Ukraine met ce qu'il y a de plus important sur la ligne, à savoir les êtres humains qui défendent l'ensemble de l'Europe. Bon, je vais vous parler, je veux absolument vous entendre là, sur évidemment le grand coup d'hier de Xi Jinping qui a donné un coup de fil à Zelensky, mais à la demande du président Zelensky quand même. Quoique je pense que Xi Jinping avait dû en parler avec Poutine lorsqu'il est venu, ils se sont rencontrés il y a quelques semaines. Avec un choix de mots vraiment assez extraordinaire de la part du président chinois. Le mot Russie n'est pas utilisé, le mot guerre non plus. On revient encore à la négociation, qui est la meilleure chose. Attention aux armes nucléaires. Quelles sont les intentions? À quoi joue la Chine en ce moment? Bon, c'est évident qu'elle pourrait servir faire de la médiation. Quel jeu joue la Chine d'après vous? Est-ce que c'est crédible? Quand la Chine dit oui, on peut négocier et on peut arriver, et il n'y a pas de plan concret de fin des hostilités non plus. Là. Alors, c'est-à-dire que comment vous interprétez là, ce rôle un peu plus ouvert que joue la Chine là, en ce moment? Bien, écoutez, je pense que la Chine tente de jouer le rôle de médiateur, comme vous l'avez dit, mais si on regarde, par exemple, le plan qui a été, le plan pour y arriver ne prévoyait même pas que l'armée russe doit sortir des territoires ukrainiens. Donc, c'est un plan qui est à sa base boiteux. Mais par ailleurs... on n'en sait pas beaucoup plus, là. On n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait, c'est que la Chine n'a pas, pour l'instant, livré des armes à la Russie, ou à tout le moins, si elle l'a fait d'une façon que même les États-Unis, avec tous les moyens qu'ils ont pour détecter ce type de mouvement, ne l'ont pas détecté à date. Et donc, également, ce qui est important aussi de souligner, c'est que le président de la Chine a également déclaré au président de l'Ukraine que la Chine ne mettra pas de l'huile sur le feu. Alors, il faut aussi balancer ce type de commentaires. Oui, mais si vous permettez, Xi Jinping a répété dans cette conversation avec Zelensky hier, il a dit le partenariat entre la Chine et la Russie est sans limite. Et il avait déjà dit une première fois il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça laisse entendre, ça? Est-ce que la Chine peut se permettre, si c'est un partenariat sans limite, peut se permettre de voir la Russie perdre cette guerre-là? Je pense que la Chine ne voudrait pas que la Russie perde cette guerre, mais une Russie qui est affaiblie par une guerre qui dure longtemps ne serait pas nécessairement contre les intérêts de la Chine non plus. Alors, c'est difficile de saisir, on peut, en regardant toutes les déclarations qui ont été faites, en regardant la conduite qui a eu lieu, on a quand même, après plus d'1 an, la Chine qui n'est pas intervenue de façon active pour appuyer la Russie. Je pense que la Chine a aussi des enjeux et elle voit justement, et je pense que la Chine elle-même a été probablement un peu surprise de voir jusqu'à quel point les États-Unis, les Européens ont appuyé l'Ukraine, qui a eu quand même dans les pays de l'Union européenne un consensus qui se répétait mois après mois et on continuait d'appuyer l'Ukraine. Et avec les déclarations qui sont faites qu'on appuiera l'Ukraine jusqu'à la fin, je pense que la Chine doit également décider est-ce qu'elle veut nécessairement se mettre à dos les États-Unis et le marché européen. C'est des raisons économiques, c'est sûr, mais la question de l'ordre mondial, disons, sino-russe, pour contrer l'ordre mondial, bon, avec les Américains et compagnie, il y a quand même quelque chose à laquelle Xi Jinping tient, à laquelle la Chine tient.
C'est sûr Il ne peut pas se permettre de voir Poutine être délogé du Véné. Poutine, je crois, je dirais, probablement fait le jeu de la Chine, au grand bonheur de la Chine. Disons que, comme je vous disais, je pense que pour ce qui est d'affaiblir la Russie, je pense que la Chine ne réagira pas nécessairement à une Russie qui est affaiblie. C'est dans ses intérêts. Une défaite écrasante de la Russie, je ne pense pas que la Chine veuille ce résultat. Mais il en demeure pas moins qu'elle doit balancer aussi d'autres intérêts qu'elle a avec le marché européen, avec les échanges économiques avec les États-Unis, et balancer tout ça, à savoir jusqu'à quel point elle veut s'immiscer de façon plus active dans cette guerre que la Russie. Présentement, beaucoup d'experts y croient, pas juste moi, que la Russie va perdre. Bon, les Nations unies maintenant, qui ont le dos large, évidemment, comment expliquer, comment jugez-vous le fait que ce soit la Russie qui préside depuis un mois, encore pour quelques jours, le Conseil de sécurité? Est-ce que Zelensky a raison de dire que c'est la faillite des Nations unies ou quoi? On fait quoi avec ça? Ben, c'est sûr que si on regarde que... Pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. J'ai écrit à ce sujet un article à la presse que lorsque la Russie a commencé à présider le Conseil de sécurité le 1er avril, je disais que ça aurait été bon comme un poisson d'avril, mais malheureusement, ça n'en était pas un. Oui. Et je pense que si on veut vivre dans un monde où un pays qui commet un génocide est à la tête du Conseil de sécurité dont le premier mandat, c'est d'assurer la paix dans le monde. La sécurité, oui. La sécurité et la paix dans le monde. Et je pense que ceux qui veulent ce type de communauté internationale peuvent continuer de se poser des questions, à savoir est-ce qu'on doit maintenant mettre tout ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine gagne cette guerre en 2023 ou pas. Et je pense que si on veut vivre dans un monde où ce type d'absurdité n'existe pas, ben, je pense qu'on veut justement que la démocratie gagne, que l'Ukraine gagne cette guerre et qu'on vive dans un monde qui est beaucoup plus sécuritaire pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Je reviens rapidement à la Chine. Le fait que Xi Jinping ait choisi d'intervenir maintenant, ce jour-ci, il y a quelque chose de signifiant là-dedans. Là. Il y a quelque chose de... Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi que quand vous dites intervenir, il y a plusieurs gestes, entre guillemets, qui sont symboliques. C'est le président de la Chine a rencontré le président ukrainien virtuellement, mais pour la première fois depuis le début de cette guerre. Oui. L'Ukraine a envoyé un ambassadeur ou a nommé un ambassadeur à la Chine. Et je pense que cette intervention peut être également un message à l'effet que la Chine pourra soit s'abstenir et fera, comme le disait le président, on ne mettra pas de l'huile sur le feu et on s'abstiendra d'intervenir, à tout le moins de façon à appuyer la Russie avec une aide militaire. Qui pourrait, avec une aide du côté des États-Unis et de l'Europe à l'Ukraine, justement mettre fin à ce conflit avec une victoire de l'Ukraine en 2023. On parle de contre-offensive, l'avenir, là. Attendons, le printemps n'est pas fini. Mais si on parle de l'issue de ce conflit, il n'y a pas beaucoup de scénarios. Je veux dire, ou bien il y a une victoire totale de l'Ukraine, ou bien ça peut être une victoire totale de la Russie, ou ça pourrait être éternellement un conflit gelé, comme on dit, là, sans règlement de paix. Ben, écoutez, aussi longtemps que les Russes mobilisent, et ils sont en mesure de mobiliser. Hein? Ils sont en mesure de faire durer les choses. Oui, mais contrairement à vous, je n'ajoute pas les deux derniers « ou » que vous aviez dans votre phrase. Je pense que l'Ukraine a démontré, comme je vous dis, je pense qu'on doit regarder quand même ce qui s'est passé en 2022 pour analyser que l'Ukraine a réussi avec le président des États-Unis, quand elle a fait sa visite surprise en Ukraine en février, a dit au président de l'Ukraine
lorsqu'on se voyait virtuellement en février de l'année passée, on ne savait pas que vous seriez. Il y avait plusieurs qui se posaient des questions. Est-ce que vous allez être là un an plus tard? Et je pense que nonobstant toutes ces hésitations, tous ces 3 noms qui précédaient un oui pour envoyer des chars d'assaut, pour envoyer d'autres armes qui sont nécessaires pour que l'Ukraine puisse justement libérer ses territoires, l'Ukraine a réussi à libérer 40% des territoires occupés par la Russie. Et je pense que si maintenant, lorsqu'on voit que l'aide de l'Occident est beaucoup plus importante qu'elle l'a été au début de l'année 2022, au milieu de l'année 2022, on a vu un revirement majeur à l'automne 2022 lorsque l'aide devenait une aide beaucoup plus ciblée, une aide beaucoup plus efficace. Et je pense que lorsqu'on vous regarde aujourd'hui, l'aide qui est livrée, les chars d'assaut qui sont livrés, je pense que vous allez voir une contre-offensive comme l'annonce l'Ukraine assez prochainement qui va être importante, qui donnera des résultats qui seront bénéfiques pour l'ensemble de ceux qui prônent pour la démocratie dans le monde. C'est incroyable, avec les années, on parle de guerre en direct maintenant, c'est vraiment ça, c'est incroyable. Écoutez, avec la résistance de l'Ukraine dans tout ça, êtes-vous en train de dire que ce pays est en train pas de réinventer, mais de redonner, comment dire, tout son sens à ce qu'est la démocratie, la véritable démocratie? D'après moi, c'est clair que l'Ukraine défend non seulement un territoire, l'Ukraine défend nos valeurs les plus fondamentales contre un pays qui n'a aucun respect pour des valeurs les plus fondamentales, dont en commençant par les droits de la personne. Lorsqu'on regarde comment se comporte l'armée russe sur le territoire ukrainien, lorsqu'on regarde les viols qui sont faits contre des enfants, lorsqu'on regarde maintenant des admissions par des soldats russes ou des soldats du groupe Wagner admettent que dans un sous-sol où ils tenaient plusieurs personnes en otage et qu'une jeune fille de 4 ans criait un peu trop et qu'il a tout simplement s'est retourné puis il l'a tiré et abattu. Mais est-ce que ce ne serait pas plus juste de parler de règles? C'est clairement un système qui est un système qui est antidémocratique contre un système démocratique. C'est l'enjeu, c'est la démocratie. Peut-être, plutôt que de parler de démocratie, est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de règles de droit, ce qui pourrait peut-être établir un consensus plus large dont on a parlé un peu plus tôt. Règles de droit, nos valeurs fondamentales, je pense que c'est clair que c'est à la fois la règle de droit, les valeurs fondamentales, les droits de la personne qui sont en jeu. Désolé, écoutez, je vais laisser je pense qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions. Hein? C'est la période des questions. Écoute, je ne sais pas si vous repassez mon rôle. Là. Monsieur le consul honoraire. D'abord, je vais vous remercier. Oui, mais je vous remercie. Là, mais je pense, oui. Merci beaucoup pour ces propos que nous allons compléter grâce aux commentaires du professeur Justin Massy, qui est co-titulaire du réseau d'analyse stratégique. Et puis, on gardera la période de questions pour la suite. Mais donc, en effet, les échanges se poursuivent. Donc, Justin, merci. Alors, merci de me donner la parole. Je ferai ce cours pour justement qu'on passe à la période des questions et qu'on puisse échanger sur cette question qui nous préoccupe tous, bien sûr. Et merci de votre propos, Monsieur le consul honoraire. Merci de nous donner la chance de rencontrer. C'est lauréats qu'on va bientôt célébrer. Mais avant ça, je pense qu'on vient de célébrer l'Ukraine. Et je dis ça pas ironiquement, parce que je pense que c'est la première chose qu'on doit réaliser. C'est qu'il y a quelque chose à célébrer du fait que, justement, on soit aux 420 quelques jours de trop par rapport au plan russe de faire de forcer la vassalisation de l'Ukraine, de célébrer cette résistance-là qui a cours encore justement vis-à-vis, en
pardon, et en raison de cette détermination de ce peuple, de ce courage des soldats qui se battent pour leur liberté, et aussi de célébrer le soutien que l'Occident puisse lui donner, lui permettre pour lui donner des outils pour assurer sa survie. Tellement de gens pensaient que ce n'était pas possible au départ de la guerre. Dans les mois qui ont précédé, on disait, même si le président Biden dit que l'invasion est imminente, c'est pas vrai, c'est faux, c'est que du bluff. Et ensuite, quand l'invasion a commencé, on dit, bah, les Ukrainiens ne seront pas capables de résister, ils vont s'effondrer, l'armée russe est trop puissante. Et à chaque fois, l'Ukraine répondait présente. On va se souvenir, bien sûr, de la formule du président Zelensky qui dit « J'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions ». Évidemment, je caricature en québécois ce qu'il a dit en ukrainien. Mais ensuite, il y a eu la contre-offensive qui a donné espoir. On s'est dit, bah, finalement, si on leur donne des armes, peut-être que les Ukrainiens sont capables de libérer leur territoire. Et on vit justement de cet espoir-là présentement. À l'automne dernier, les Russes ont mobilisé 300 000 troupes supplémentaires pour justement atteindre ce qu'ils n'étaient pas capables de faire avec 140 000 hommes, assujettir un peuple. Grâce à ces 300 000-là, donc 2 fois plus, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est prendre un village et demi. Alors, il y a encore de l'espoir. Et là, aujourd'hui, on vit dans l'espoir de cette fameuse contre-offensive qu'on attend tous, qui, depuis décembre, vit de ce soutien accru que les États-Unis, en grande partie parce que c'est surtout les États-Unis, mais aussi certains pays européens et le Canada en partie également, qui ont donné de quoi fournir, premièrement, aux Ukrainiens de quoi se défendre contre cette pluie de missiles qui s'abattait sur leur domicile pour les faire mourir de froid en plein hiver, et ensuite de ça, leur donner les moyens de libérer leur territoire. Et donc, on ne peut que célébrer ce courage-là et cette détermination à poursuivre l'offensive. Et garder espoir, parce qu'à chaque fois qu'on a été pessimiste dans le passé, les Ukrainiens nous ont démontré qu'on avait tort. Cela dit, on parlait beaucoup, deuxième point, de cette question génocidaire, de cette question de droits humains. C'est vrai que c'est important, c'est au cœur du désir russe que l'Ukraine n'existe pas comme peuple. Mais je pense qu'en relation internationale, il y a ce terme qui doit être consacré, c'est un crime d'agression. C'est une guerre d'agression. Et ça, c'est très rare. Et c'est ce qui va aussi, je pense, jouer beaucoup dans la façon que les Européens voient le conflit. Parce que la dernière fois qu'ils ont vécu une guerre d'agression, c'était la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie. Et ce désir, non pas juste de, comme Saddam Hussein a voulu le faire avec le Koweït, posséder les puits de pétrole de son voisin, mais réellement d'annexer un peuple, de le forcer à vivre sous sa tutelle, l'assujettir, c'est le pire crime que l'on peut vivre. Il y a des droits individuels, il y a des droits importants qui sont défendus, mais il y a un droit collectif de vivre en paix et de vivre en liberté, je pense, qui sont au cœur de ce conflit-là et qui doivent motiver notre soutien et notre attention. Et il n'y a pas juste l'Ukraine, le monde regarde. Oui, il y a beaucoup de pays qui ne soutiennent pas économiquement ou militairement l'Ukraine parce qu'ils ont d'autres intérêts, notamment intérêts économiques avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Et le monde regarde la réaction. On a été surpris non seulement de l'invasion, on a été surpris de la résistance, mais on a été surpris aussi de l'unité occidentale au départ et de cette solidarité-là qui s'est manifestée au début du conflit. Et c'est ça qui donne peut-être source de préoccupation chez certaines autres autocraties dans le monde qui ont aussi des désirs d'agression envers leurs voisins pour ne pas que leurs voisins, en l'occurrence Taïwan, vivent en paix et en toute liberté. Alors, les yeux sont rivés, je pense, sur la réaction des Ukrainiens, sur la réaction des Occidentaux, parce que c'est tout l'ordre international, je pense, qui se joue autour de ça. Et vous, comme jeunes et moins jeunes qui regardez ça, je pense que c'est vraiment l'événement d'une génération que l'on vit et dont les répercussions ne font que commencer à se ressentir. Mais malheureusement, je pense que même dans ce contexte-là, il faut continuer à mettre pression sur nos gouvernements parce que je ne suis pas d'avis, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne m'en cacherai pas aujourd'hui, qu'on en fait assez, qu'on en fait assez. Je pense que, par exemple, sur le gouvernement canadien, la position est juste, celle de dire qu'on doit être là, ou dans les mots de Justin Trudeau, on va continuer à travailler là-dessus et à aider les Ukrainiens, mais ce n'est pas assez de dire en mots. On veut souhaiter le rétablissement des frontières de 1991 de l'Ukraine, mais ce n'est pas avec 4 unités d'artillerie et un système de défense antiaérien qui va peut-être un jour arriver en Ukraine et 8 chars d'assaut qui sont moindres que ceux que l'Espagne va offrir qu'on est capable d'atteindre cet objectif-là.
Et je pense qu'il faut qu'on continue à mettre pression. Et c'est là, je pense, que le bas blesse le plus. On le voit dans les opinions publiques. On le voit aux États-Unis, qui sont le plus grand, bien sûr, contributeur d'aide à l'Ukraine, où la montée du sentiment que l'on en fait trop pour l'Ukraine est en hausse flagrante, notamment chez les électeurs républicains. On le voit dans les prises de position de DeSantis, de Trump et de d'autres qui disent qu'il faut arrêter d'en donner, il faut se consacrer ailleurs, il faut viser la Chine, il faut arrêter de donner à l'Ukraine. Ce sentiment-là est en hausse. Il est en hausse au Canada aussi. Si on regarde les sondages d'opinion, c'est clair. Chez quelle partie les électeurs sont-ils les plus frileux et ceux les plus prompts à dire qu'on doit cesser de donner de l'aide? Ce sont chez les électeurs conservateurs, pour la même chose que dans la même dynamique qu'aux États-Unis. Et on le voit aussi donc dans les prises de position du chef de l'opposition officielle à Ottawa, dans ses positions sur le conflit-là. Et malheureusement, nos gouvernements réagissent beaucoup aux partis d'opposition parce qu'ils doivent être réélus. C'est une bonne chose, évidemment, mais c'est une mauvaise chose quand nos partis d'opposition n'ont pas la bonne lecture des événements. Et donc, je pense que c'est notre devoir à nous, dans ce type d'événement-là, dans le type d'écrit que vous faites, dans la réflexion que vous avez, de continuer à mettre pression. Parce que ce qui est remis en question, c'est cet ordre-là dans lequel nous, on a le privilège au Canada de vivre dans ce havre de paix et que les seules personnes qui ont des désirs d'envahir le Canada, c'est des gens comme Tucker Carlson qui ont perdu leur job justement avec son livre qui dit voici pourquoi on devrait envahir le Canada pour nous sauver de la théocratie et de la dictature de Justin Trudeau. Et ce n'était pas des blagues qu'il disait malheureusement. Heureusement, il est minoritaire, mais d'autres pays ne vivent pas dans ce luxe-là. Alors, je pense qu'il faut continuer à mettre pression et que peu importe l'issue, on parlait des issues de la guerre tout à l'heure. Il y a bien sûr l'issue désirée d'une victoire décisive de l'Ukraine, rétablissement de ses frontières de 91 et retrait militaire russe. Mais pour ça, il va falloir continuer à donner des armes pour que ça se produise. Et même si on continue à en donner, et même si on atteint cet objectif-là désiré par les Ukrainiens, le revanchisme russe, c'est-à-dire ce désir de se venger de l'implosion de l'Union soviétique, ce désir de rétablir un empire en Europe de l'Est, ne va pas disparaître soudainement parce qu'il y a un cessez-le-feu ou il y a un retrait militaire partiel ou il y a une partition sur les frontières, par exemple, de 2014, suite à l'annexion de la Crimée de 2014. Ce besoin d'armes va s'inscrire dans la durée. Peu importe l'issue de la guerre, que ce soit une zone de tension, comme on le voit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où ces pays-là ne sont toujours pas rétablis dans une paix durable, que ce soit dans un armistice négocié par l'OSCE, l'ONU, une médiation chinoise ou peu importe, l'Ukraine ne pourra plus jamais avoir confiance que son voisin russe ne va pas l'agresser à nouveau. On a essayé un accord de paix, ça s'appelait Minsk. Mais même cet accord-là a mené à la nouvelle invasion, tous azimuts, de la Russie. Alors pourquoi penser qu'un nouvel accord de paix, quel qu'il soit, serait différent? Alors, ce besoin d'armes-là, et je sais que c'est ironique pour ceux qui aiment la paix de dire il faut qu'on arme pour atteindre la paix, mais quand votre voisin veut vous agresser constamment et qu'il ne change pas d'intention, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire quand il n'y a pas de système de police internationale. Alors, il y a deux options. On les arme ou on y va nous-mêmes. Et dans un cas où il y avait, par exemple, un cessez-le-feu négocié par un tiers parti, il faudrait minimalement que l'Ukraine puisse bénéficier d'un soutien dans le temps des Occidentaux, sinon d'une présence même sur place. Et ça, c'est remis en question par ce sentiment de lassitude dans les opinions publiques, par ce sentiment pro-russe dans les partis de droite et d'extrême droite, et qui, moi, me font craindre malheureusement pour le pire. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de matière que cette guerre-là soulève pour l'ordre international, pour les droits humains, pour les questions de sécurité et de défense qui devraient, je pense, occuper notre attention au cours des prochains mois, sinon au cours des prochaines années. Je vous remercie à nouveau de m'avoir donné la chance de pouvoir commenter votre propos très éclairant. Et voilà, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, Justin Massy, pour ce commentaire percutant, nécessaire,
Voilà, qui complète bien les propos qui ont été tenus précédemment par le consul honoraire d'Ukraine à Montréal et le président de l'IEIM, Bernard de Rome. Donc, je vous invite à, bien sûr, les applaudir pour cet entretien. Difficile le sujet de ce soir. Je suis certaine que plusieurs personnes dans la salle et également dans la salle virtuelle, puisqu'il s'agit d'un événement organisé en mode hybride, ont des questions. Malheureusement, je regarde le temps file très rapidement et vous savez qu'il y aura une deuxième partie à cet événement. Donc, nous aurions le temps seulement pour 2 questions. Alors, je ne sais pas si déjà à distance, des gens ont fait part de certaines questions. Il y a le Q&R qui est disponible pour les gens à distance. Quant aux personnes dans la salle, si vous avez une brève question à poser à nos intervenants, peut-être juste faire signe à ma collègue qui pourra se déplacer dans la salle. Merci. Une question très brève et non controversielle, en fait. Quand la Pologne, la Slovaquie et l'Hongrie avaient l'occasion, en fait, de signaler leur appui pour l'Ukraine sur le côté économique, ils ont décidé, en fait, d'interdire l'importation des grains envers ces pays. Je crois que c'est une geste qui n'est pas si commode. Est-ce que c'est possible dans cette situation de mettre les besoins économiques à part pour suivre un agenda en fait plus éclairé et pour en fait soutenir un pays qui a ses besoins? Merci. Et je pense que lorsqu'on parle d'économie, l'économie passe d'abord par une stabilité et sécurité dans le monde. S'il n'y a pas de stabilité et sécurité dans le monde, l'économie va souffrir également. Et c'est dans ce contexte que, il est évident qu'on doit faire tout le nécessaire pour que l'Ukraine puisse regagner ses territoires de 1991. Comme M. Justin a dit, je pense qu'il faut également s'assurer que non seulement que l'Ukraine puisse regagner ses territoires, mais qu'on puisse assurer cette sécurité et stabilité après une telle victoire. Et je pense qu'un des moyens pour y parvenir, ce n'est pas le seul, mais c'est un parmi d'autres, c'est que l'OTAN admette l'Ukraine dans l'OTAN, ce qu'il aurait dû faire il y a bien longtemps, qui aurait peut-être de la même façon lorsque la Russie menaçait les pays de l'OTAN que s'ils acceptaient la Finlande, que ça serait la fin du monde. On a vu que l'OTAN a accepté la Finlande et il n'y a pas eu de fin du monde. Et de la même façon, je pense qu'il faut s'assurer, comme vous avez très bien dit, que non seulement il y a une victoire, mais qu'on puisse s'assurer que l'Ukraine, qui a un voisin dangereux, puisse pouvoir avoir les garanties nécessaires pour assurer ses frontières et son intégrité territoriale. Et je pense que si on vit dans un monde où, comme vous disiez, la règle de droit prend le dessus, je pense que ce sont tous des conditions qui vont également se refléter de façon positive sur les questions économiques qui est évidemment un enjeu pour tous les pays. Bonsoir. Une question de nos participants en ligne qui demande comment éviter les risques évidents d'escalade dans le conflit actuel au niveau de la violence. Je n'ai pas saisi la question. Excusez-moi. Comment éviter les risques évidents d'escalade de la violence en Ukraine aujourd'hui et plus largement sur le continent européen? Une question d'un participant en ligne. Je pense, en ne répétant pas l'erreur de Chamberlain avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire penser qu'on peut
en offrant des territoires d'un pays ou autrement apaiser un dictateur avec un appétit insatiable pour prendre de l'expansion, qu'on peut le satisfaire. Je pense que l'erreur qui a été commise avant la Deuxième Guerre mondiale devrait être une leçon à ne pas répéter. Et c'est la seule façon, c'est de comprendre que Poutine ne comprend qu'un seul langage, un langage de la force. Et lorsque les pays de l'Occident mettront ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse gagner cette guerre et ensuite assurer les frontières, protéger les frontières ukrainiennes, c'est la meilleure façon d'assurer justement qu'il n'y ait pas d'autres escalades et que d'autres dictateurs comme Poutine dans le monde comprennent qu'on a franchi un cap et que la communauté internationale ne tolérera pas ce genre de conduite. Et c'est peut-être une des façons d'atteindre cette sécurité qu'on recherche tous, qui va également, évidemment, être profitable pour l'économie mondiale. Alors, merci. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour la période d'échange, mais évidemment, je vous invite à rester dans la salle après l'événement pour poursuivre plus informellement ces échanges. Alors, encore une fois, un énorme merci à nos intervenants. Je vous invite donc à reprendre peut-être place dans la salle. On a une petite installation à faire pour la deuxième portion d'événement et puis on revient dans une petite minute. Alors voilà, je vous avais dit, ça prenait une minute. C'est maintenant le temps d'entreprendre la deuxième portion de notre événement, soit le début de la remise des boursages de Banque Scotia IEIM 2023. Donc, je crois que tous les lauréats sont ici avec nous dans la salle, du moins ceux qui pouvaient l'être. Il y avait également donc une possibilité de participer en mode virtuel, mais je crois vraiment que vous êtes tous ici dans la salle. Si jamais certains d'entre vous seraient à distance, merci d'allumer votre caméra et de nous saluer à l'écran au moment qu'on nomme votre nom. Donc, sans plus attendre, j'invite le directeur régional Affaires multiculturelles Québec et Est de l'Ontario de la Banque Scotia, M. Wissam Salman, à prononcer quelques mots. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de venir remettre ces bourses stages, surtout après vous, Monsieur le consul honoraire de l'Ukraine. C'était une très belle rencontre, très belle discussion, inspirante. Puis ce que je parle en mon nom, je suis tout cœur avec le peuple ukrainien dans ce contexte difficile. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de me trouver parmi vous pour, encore une fois cette année, pour souligner le mérite des étudiants et étudiantes qui ont su se démarquer par leur projet de recherche. Disons-le, la dernière année n'a pas été extrêmement facile, en tout cas, tout est relatif. La pandémie a bouleversé nos vies et cela n'a pas été facile pour les étudiants et étudiantes de rester motivés dans ce contexte assez particulier. Je tiens donc à saluer la résilience et la persévérance de tout l'ensemble des étudiants. La réussite que nous célébrons aujourd'hui en est encore doublement méritée. Ceci étant dit, c'est une grande fierté
pour nous d'être partenaire du programme de bourse stage IAIM Banque Scotia, et ça depuis 2004. Cette belle collaboration qui a été renouvelée pour 10 ans en 2015 contribue à faire rayonner l'excellence académique issue de l'IAIM, une institution phare en matière de diffusion de savoir au Québec, au Canada et à l'international. Au cours des 5 dernières années, c'est plus de 45 étudiants et étudiantes qui ont été récompensés et plus de 100 000 $ qui ont été remis en bourse stage par la Banque Scotia. Grâce à ce programme, les étudiants de premier au troisième cycle universitaire ont pu poursuivre leurs études, réaliser leurs projets de recherche et amener leurs expériences à un niveau supérieur. Pour nous, il est primordial de soutenir de tels programmes car ils sont porteurs de l'avenir pour les jeunes et pour la société. Dans cette optique, nous avons récemment d'ailleurs lancé notre nouvelle plateforme de responsabilité sociale, Scotia Inspire. Ce programme, au cas où vous l'avez entendu parler, vise à soutenir les initiatives qui favorisent l'éducation et améliore la résiliation économique des communautés. Nous prévoyons investir plus de 500 millions de dollars pour favoriser l'éducation, l'inclusion et l'emploi de personnes qui en ont le plus de besoin. Les jeunes sont les leaders de demain. Pour la Banque Scotia, il est important d'encourager la persévérance, le désir de réussite et l'excellence afin que ces futurs leaders disposent des meilleures aptitudes pour contribuer de manière responsable au succès économique des organisations et au développement durable de notre société. C'est un honneur de remettre aujourd'hui ces bourses stages qui permettent d'investir dans l'avenir de notre jeunesse. À tous les récipiendaires, je vous félicite au nom de la Banque Scotia. Vous avez su vous démarquer par la qualité exceptionnelle de votre travail ainsi que par la volonté de poursuivre l'excellence académique. J'espère que ce soutien financier sera une source de motivation supplémentaire pour atteindre vos buts et progresser dans votre avenir. Encore une fois, bravo à tous les boursiers et boursières. Merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Salman, pour cette allocution. J'inviterai maintenant le président de l'IAIM à remonter sur scène pour remettre donc la première bourse aux récipiendaires. Lorsqu'on nomme votre nom, on vous demande de venir à l'avant pour une photo et puis de rester également sur la scène. On prendra une photo collective par la suite. Bon, alors, Laurence Dumais. Oui. Étudiante au baccalauréat en relations internationales et droit international, se mérite une bourse stage de 2 000 $. Elle s'intéresse aux conflits multidimensionnels et aux études frontalières et effectuera son stage auprès de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand. Ça, c'est important. C'est possible de rester avec nous. On va prendre une photo de famille à la fin. Alors, j'invite maintenant Wissam Salman à remonter sur scène pour présenter les 5 prochains lauréates et lauréats. Donc, je vais inviter Mme Andreas Milord, étudiante au baccalauréat Relations internationales et droit international. Elle mérite une bourse stage de 2 000 $. Elle s'intéresse entre autres à la diplomatie et aux enjeux liés à la sécurité. Elle effectuera son stage à l'IAIM. Bravo. Avec? La deuxième personne, Myriam Pigeon, étudiante au baccalauréat en droit, se mérite une bourse stage de 2 000 $. Elle s'intéresse à la défense des droits humains et effectuera son stage auprès de la Clinique internationale de défense des droits humains.
CIDDHU. Troisième personne, Emma Lelin, étudiante à la maîtrise en sociologie, se mérite une bourse stage de 3 000 $. Elle s'intéresse à la question des droits et de l'accès aux soins de santé des demandeurs d'asile en situation de handicap. Elle effectuera son stage auprès de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile, OMIRAS. Excusez, je ne suis pas... Désolé, chacun son expertise. Quatrième personne, Mohamed Amin Mahou, étudiant à la maîtrise en éducation, se mérite une bourse stage de 3 000 $. Il s'intéresse à l'éducation en situation d'urgence, notamment en Palestine. Il effectuera son stage auprès de la chaire UNESCO de développement curriculaire, CUDC. Et finalement, Léa Peramarty, j'espère que je l'ai bien prononcé, étudiante à la maîtrise en droit international et politique internationale, se mérite une bourse stage de 3 000 $. Elle s'intéresse aux enjeux de sécurité et de cybersécurité, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Elle effectuera son stage auprès du réseau d'analyse stratégique, RAS. Une photo de groupe. Une photo. Ah, ici? OK. Bonjour, alors j'ai l'honneur de présenter les autres lauréats. Donc, la prochaine récipiendaire est Sarah Farley, qui est étudiante au doctorat en administration, qui se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $. Son projet de thèse s'intitule « Approche féministe, arrimer la théorie à la pratique » et porte sur l'amélioration des pratiques décoloniales des ONG. Elle collabore avec l'Observatoire canadien sur les crises humanitaires, l'OCA. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, ce qui fait qu'on va éventuellement, évidemment, lui remettre son prix. De la sorte, Émeraude Lapointe-Provost est étudiante au doctorat en sciences des religions, qui se mérite elle aussi une bourse d'excellence de 3 500 $. Son projet de thèse s'intitule « Have you fed the gods yet? » s'intitule donc à une étude ethnographique des pratiques rituelles domestiques féministes et hindoues de l'Inde urbaine contemporaine, collabore avec le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud-Est et sa diaspora. Elle est actuellement en Inde sur son terrain de recherche, ce qui fait qu'elle ne pourra pas non plus être avec nous aujourd'hui. Le décalage horaire avec l'Inde et nos événements en soirée est complexe. Nicolas François Perron-Giroux est étudiant au doctorat en sciences politiques et qui se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $. Son projet de thèse s'intitule « Contrainte à l'émergence de contre-cultures stratégiques, une analyse des cas du Canada, de l'Italie et de l'Allemagne ». Il collabore avec le réseau d'analyse stratégique. Félicitations. Guy-Philippe Wells est étudiant au doctorat en sciences politiques. Il se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $. Son projet de thèse s'intitule « L'impact des plateformes numériques d'écoute en ligne sur les conditions de création des artistes québécois et leur incidence en matière de politique publique et de régulation nationale et internationale ». Il collabore avec le laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique, le LATIS, rattaché au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, le CEIM. Donc, qui est avec nous et pas en ligne. Félicitations. Merci. Enfin, Arnaud Ulrich Chingwa Nganzo, étudiant au doctorat en sciences de l'environnement, se mérite une mention d'honneur de 1 000 $. Son projet de thèse s'intitule « La gouvernance des paysages protégés, quelles conditions pour une opérationnalisation de la notion d'acceptabilité sociale en contexte centrafricain, le cas du Cameroun ». Il collabore avec les chercheurs en responsabilité sociale et développement durable, le CRSDD.
Félicitations. Bravo. Merci. On peut peut-être passer à la photo de groupe, Bernard, on peut peut-être mieux se disperser sur la scène pour Bernard et Wissam qui peuvent se joindre à nous. Photographe. Merci. Félicitations. Donc, félicitations à toutes les lauréates et à tous les lauréats. J'invite enfin donc Mme Christine Alté, directrice adjointe du développement philanthropique de la Fondation de l'UQAM, à venir à l'avant pour le mot de clôture. Madame Doyon, merci. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de participer cette année à la remise des bourses stages Banque Scotia IEIM. C'est les bourses généreuses créées grâce à la Banque Scotia, contribuent depuis près de 20 ans maintenant à soutenir des étudiants et des étudiantes ambitieux qui s'intéressent aux relations internationales. Aux boursiers et aux boursières de l'année 2023, je vous adresse mes plus sincères félicitations. J'espère que les bourses que vous avez reçues ce soir vous encourageront à continuer à poursuivre vos études et vos recherches en études internationales. Le monde a besoin d'une relève intéressée par ces enjeux primordiaux et je suis fière de voir que l'UQAM forme des personnes motivées et éclairées comme vous l'êtes tous et toutes. Au nom de la Fondation de l'UQAM, je vous souhaite le meilleur des succès dans votre stage, dans votre parcours académique, professionnel et personnel. Bien entendu, les bourses n'existeraient pas sans le soutien essentiel de la Banque Scotia. Monsieur Salman, comme vous l'avez dit tantôt, c'est depuis 2004 que vous avez contribué à bonifier la formation de plusieurs dizaines d'étudiants et étudiantes de l'UQAM. Et ainsi, vous avez renforcé le rayonnement de l'Institut d'études internationales de Montréal. En mon nom et au nom de la Fondation de l'UQAM, je vous remercie chaleureusement de votre générosité qui permet cette année encore de récompenser le meilleur de notre relève uqamienne. Je vous remercie de l'événement. Encore une fois, félicitations aux boursiers et aux boursières de cette année et je vous souhaite à tous et toutes une belle fin de soirée. Merci. Alors, nous sommes à la fin de l'événement. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Peut-être un mot de la fin également pour une pensée pour les membres du comité de sélection de cette année, n'est-ce pas? Donc, je sais qu'il y en a certains dans la salle, donc je remercie Iris Almeida à côté qui est présente avec nous et d'autres membres également qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui ont donc eu le choix difficile de sélectionner les dossiers. Je dois dire que c'est une année record en termes de nombre de dossiers, de candidatures reçues et de qualité également. Donc, vraiment, une bonne cuvée que celle de 2023. Donc, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour l'an prochain, évidemment, pour la remise de l'an prochain. Je vous demande peut-être de patienter 2-3 minutes le temps qu'on installe le cocktail qui aura lieu dans cette même salle. Donc, merci beaucoup pour votre présence et à bientôt.